Vous mettre au parfum de l'actualité éducative en République démocratique du Congo est notre priorité. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du journal universitaire. Débutons cette édition par les bancs syndicales de l'enseignement supérieur et universitaire qui décident de projeter une grève sèche et générale sur toute l'étendue du territoire national dès le 9 décembre 2024. Décision prise au cours de l'Assemblée générale tenue le mardi dernier à l'Université pédagogique nationale car ils regrettent et dénoncent les silences du banc gouvernemental face à leurs revendications. Jordi Lumbi et Christian Chipamba pour plus de détails. Réunis au siège de l'association de professeurs de l'Université pédagogique nationale, ces membres des associations et syndicats de l'enseignement supérieur et universitaire constituant le banc syndical de l'ESU constatent avec amertume les silences du banc gouvernemental face à leurs revendications, alors que les accords des Bibois 2 souffrent encore d'exécution jusqu'en ce jour. Au regard de cette situation regrettable et qui laisse à désirer, les bons syndicats de l'ESU décident de projeter une grève sèche générale sur toute l'étendue du territoire national tel que précisé ici. Nous, associations et syndicats de l'ESU, réunis en assemblée générale évaluative, constatons avec amertume le manque de signal fort du banc gouvernemental face à nos revendications. Vu le non-respect des accords de Bibois 2, vu le communiqué de presse du banc syndical de l'ESU du 22 octobre 2024, lu au siège de la Poukine, vu les préavis de grève lancés par la Poukine le 24 octobre 2024, par la PUPEN le 25 octobre 2024, le SINACAS le 30 octobre 2024, l'intersyndicale le 1er novembre 2024, le SYNCAS le 2 novembre 2024, le collectif des ACES le 5 novembre 2024 et le RAPICO le 8 novembre 2024. Vu le manque de considération et de respect du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire, ainsi que de son personnel par le gouvernement, doublé d'une politique d'usure, de pourrissement et d'insouciance dans le processus de solution à apporter aux revendications sociales du personnel. Nous, banc syndical de l'ESU, prenant l'opinion tant nationale qu'internationale à témoin, projetons une grève générale et sèche dans tous les établissements de l'ESU sur l'ensemble du territoire national à dater du 9 décembre 2024 à 7h pile. Pour ce faire, il est demandé à tous les présidents, secrétaires généraux et délégués syndicaux de procéder à la sensibilisation en présentiel et en distanciel des bases respectives pour le strict respect des consignes de grève. À cet effet, les membres de tous les corps académiques, scientifiques, administratifs, techniques et ouvriers sont chargés de respecter et de faire respecter scrupuleusement au quotidien les dites consignes. Seule la lutte libère. Unis, nous sommes forts. Les bons syndicales de l'ESU restent dans la constance, dans la démarche revendicative après Bibois 1 et 2, a précisé le professeur Jean-Colin Moussonda, président de l'association des professeurs de l'Université pédagogique nationale, à PUPEN en sigle. Nous sommes dans la constance, dans la démarche revendicative. Et ces consignes devront être communiquées en présentiel comme en distanciel aux bases respectives pour que, si par pur hasard, nous arrivons à entrer dans la période de la grève, que la probable grève ne puisse plus produire les effets escomptés par le passé. Nous continuons à solliciter la bonne foi du gouvernement. Nous continuons à vouloir susciter l'humanisme dans les chefs de nos dirigeants. Qu'ils comprennent que, de notre côté, nous ne sommes pas là que pour aller en grève. Mais si par pur hasard, ils arrivent à nous y contraindre, nous y partirons, mais les conséquences seront très énormes. C'est là l'occasion de pouvoir susciter
la compréhension des différents parents qui nous font confiance, de pouvoir prendre fait et cause en faveur de nous, du secteur de l'enseignement supérieur universitaire, qu'on ne nous traite pas d'inhumains. Nous sommes humains, nous sommes patients. Dossier à suivre. Utilisation de la technologie MIMO-radar pour l'amélioration de la détection des cibles aéronautiques à l'aide d'un dispositif multisite. C'est le titre de la thèse de doctorat soutenue publiquement par le chef des travaux Joséphine Mpole Boyokame de la faculté des sciences de l'Université pédagogique nationale. Une fois de plus, Georges Delumbe et Christian Chipamba pour le reportage. En présentant l'économie de sa thèse de doctorat soutenue au cours de cette cérémonie, le chef des travaux Joséphine Polé a stipulé que ce travail parle de l'utilisation de la technologie MIMO-radar pour l'amélioration de la détection des cibles aéronautiques à l'aide d'un dispositif multisite. La qualité de détection des cibles inhérentes au radar est limitée par la qualité de l'information délivrée par les dispositifs émetteurs-récepteurs d'une part. Elle est sujette aux influences de l'environnement ou de l'espace couvert par le radar. Au regard de l'évolution technologique actuelle dans les domaines de sécurité et de surveillance aéroportuaire, il y a des avantages à travers le recours aux techniques MIMO en radar à marteler l'impétrante. Cependant, il faut des techniques pour l'installation d'un dispositif de système radar MIMO moderne multifonctionnel de grande et de petite portée, capable d'être employé à des fins de contrôle, de surveillance et de sécurité. Ces modèles qui, dans l'exploration de l'espace, permettraient, s'ils sont installés, de fixer la probabilité des fausses alarmes et d'accroître la probabilité de détection des cibles, rendue très bien par la technique STC, a-t-elle conclu. Au terme de l'évaluation du travail et la délibération du jury à huis clos, le chef des travaux, Joséphine Polé, a réussi avec la mention la plus grande distinction, motif de son couronnement par la rectrice de l'Université pédagogique nationale, professeur ordinaire Yvonne Ibebeke. Satisfaite du résultat, la lauréate du jour est revenue sur la quintessence de son travail. Si nous utilisons les radars qui fonctionnent avec les satellites européens, eh bien, quand leurs aéronefs seront dans notre espace, ils vont bloquer les transpondeurs. Si les transpondeurs sont bloqués, il n'y a plus moyen de repérer ces aéronefs. Donc, en mode non coopératif, que les satellites soient là ou bien les transpondeurs sont bloqués, on va toujours repérer, on va toujours localiser, on va toujours faire la détection des aéronefs. Et ça sera bénéfique pour nous, les Congolais, et on peut étendre ça en Afrique, ça sera bénéfique pour l'Afrique. Caractérisation géologique, radiométrique et cartographique du site minier de Luswichi, Lukuni, dans la province du Haut-Katanga. C'est le sujet du mémoire des diplômes d'études approfondies défendu par le chef des travaux, Nakamwambila Kiadiamouika Jacques, de l'école télécommunication et télédétection spatiale de l'Université pédagogique nationale. La cérémonie a eu lieu le mardi dernier. Suivez. C'est brillamment que le chef des travaux, Nakamwambila Kiadiamouika Jacques, de l'école télécommunication et télédétection spatiale de l'Université pédagogique nationale, a défendu son mémoire des diplômes d'études approfondies sur la caractérisation géologique, radiométrique et cartographique du site minier de Luswichi, Lukuni, dans la province du Haut-Katanga, en République démocratique du Congo. En présentant les résumés de son travail, l'impétron a stipulé qu'auprès de la population des Kawama, une enquête préliminaire a été menée sur les dépistages des armements symptômes liés aux radiations ionisantes dans le but d'évaluer l'impact de la radioactivité naturelle sur la santé des habitants des Kawama. Macroscopiquement, chaque type de roche a été décrit au laboratoire
sur base des caractères physiques, couleurs, structures, minéraux de la gangue et métallifères visibles à l'œil nu ou à la loupe. Et du point de vue microscopique, l'intérêt était porté sur la texture, la nature et la détermination des différentes proportions modales des minéraux de la gangue ainsi que l'identification des divers minéraux métallifères en utilisant le microscope polarisant de recherche de marque. Après étude de chaque cas, le chef des travaux Jacques Nakamwambila a relevé que les formations géologiques affleurant dans l'ensemble des gisements de Lushishi-Lukuni montrent une certaine homogénéité dans la nature lithologique ainsi que les minéralisations qu'elles portent. Les habitants des Kawama, qui exploitent beaucoup de terres en travaillant toute la journée à la recherche de matières précieuses, et à l'embarquement des débris des minéraux pour leur concassage et triage au niveau des parcelles, ils sont exposés toujours à la radioactivité naturelle de manière intense avec des conséquences néfastes sur leur santé, a-t-il conclu. Après évaluation minutieuse du travail et la délibération du jury à huis clos, les candidats Jacques Nakamwambila a réussi avec la mention grande de distinction. Dans cette ambiance de fête, l'heureux du jour a précisé ce qui suit. Les rayonnements ionisants sont nuisibles à la santé. C'est ainsi que nous voulons sensibiliser tous ceux qui travaillent dans les mines de se protéger contre les rayonnements ionisants. Et aux exploitants miniers artisanaux, nous les sensibilisons sur les effets négatifs des rayonnements ionisants. Les effets directs, nous pourrons dire tout simplement les maladies radio-induites, les maladies liées à l'exposition aux rayonnements ionisants. Nous pouvons citer la leucémie, qui peut se manifester plusieurs années après. Nous pouvons citer la chute de poils. Nous pouvons citer les blessures liées à l'irradiation. Tous ces effets sont nuisibles pour la santé. En termes de recommandations aux autorités politiques et administratives, nous leur demandons au ministère des Mines et au ministère de la Recherche scientifique et technologique de veiller sur la protection radiologique des travailleurs dans les mines et de veiller également sur le dépistage des maladies radio-induites. Le département de sociologie de l'Université pédagogique nationale que dirige le professeur Hubert Kwilu Luandundu a organisé une conférence débat sur la sociologie des relations internationales en vue de renforcer la connaissance des apprenants de cet alma mater. Suivez. Dans l'objectif de renforcer la connaissance des apprenants du département des sociologies de l'Université pédagogique nationale que dirige le professeur Hubert Kwilu Luandundu, la sociologie des relations internationales était au centre des échanges entre les intervenants et les apprenants du jour. Dans son mot de bienvenue, le numéro 1 du département des sociologies a fait savoir que, contrairement aux approches traditionnelles de relations internationales qui se concentrent souvent sur les théories politiques et économiques, réalisme, libéralisme, la sociologie des relations internationales met l'accent sur les dimensions sociales, culturelles et identitaires de relations entre les acteurs internationaux. À travers des activités comme ça que nous allons découvrir les talents des uns et des autres. Et ceux qui préparent leur thèse, c'est comme ça on va les pousser à la spécialisation. Comment aller en profondeur, parce qu'il ne faut pas dire non, moi je suis sociologue, mais ceci. Mais avec quel cadre basique? Face aux apprenants du dit département, le conférencier du jour a montré au public que les sociologies insistent sur la manière dont les relations internationales sont façonnées par les perceptions sociales et constructions symboliques plutôt que par des intérêts matériels ou de rapports de force purs. Je remercie d'abord l'autorité départementale parce qu'il a initié ces forums régulièrement dans notre département, ce qui n'était pas, dans des partages des conférences que certaines matières sont plus approfondies et les apprenants ainsi que les étudiants arrivent à approfondir leur matière dans ce sens. Et c'est ainsi que moi aujourd'hui, je suis venu intervenir aussi sur un domaine qui relève de la sociologie. Signalons par ailleurs que la sociologie des relations internationales est donc une discipline qui cherche à comprendre les phénomènes internationaux non seulement sous l'angle des politiques et des stratégies des États, mais aussi en tenant compte des interactions humaines et sociales qui façonnent le monde globalisé d'aujourd'hui.
L'université méthodiste John Wesley continue à inscrire les nouveaux candidats pour la prochaine année académique. Étudiants et étudiantes congolais et congolaises, vous qui désirez poursuivre vos études universitaires, accroître votre connaissance et être pétri des valeurs incontestables, suivant les exigences du système licence, master et doctorat, l'université John Wesley reste la meilleure dans la formation des qualités de futurs cadres de la République démocratique du Congo. L'université John Wesley ouvre ses portes pour les inscriptions de nouveaux candidats dans toutes ses facultés, à savoir la faculté de sciences informatiques, la faculté de sciences de la santé, la faculté de sciences agronomiques et de l'environnement, la faculté de sciences économiques et gestion des entreprises, la faculté de sciences de la communication, faculté de sciences sociales, politiques et administratives, la faculté de droit et la faculté de théologie. Étudier à l'université John Wesley, c'est étancher votre soif du savoir-faire et être, car la science, la spiritualité et le développement sont la devise de cette université. Pour vous qui êtes intéressés, voici l'adresse. Numéro 1, avenue du Palais du Peuple, commune de Lingwala, référence derrière le Palais du Peuple. Pour tout contact, plus 243 81 32 69 170, plus 243 99 09 58 300, plus 243 89 00 14 256. Cordial bienvenue à tous. La dynamique Femmes de l'UCC a organisé le lundi 25 novembre dernier une conférence débat avec comme thème « Agir contre les violences basées sur le genre en milieu estudiantin », une activité organisée à l'occasion de la Journée internationale de l'élimination des violences à l'égard de la femme. Magloire Landou et Blaise Boucha pour les détails. La salle de lecture de l'Université catholique du Congo, campus de Limete, a servi de cadre pour la tenue de cette première conférence session 2024-2025, organisée par la Dynamique Femmes UCC, avec comme thème « Agir contre les violences basées sur le genre en milieu estudiantin ». D'entrée de jeu, la présidente du Conseil des étudiants, Madame Lisa, a invité les étudiants à s'impliquer pour lutter contre les violences basées sur le genre en milieu universitaire et promet d'œuvrer sans relâche afin de faire régner la liberté, l'égalité et leur épanouissement. Puis, la commissaire en chef de la Dynamique Femmes UCC, Madame Elisabeth Olela, a à son tour remercié les participants pour leur présence avant de brosser les objectifs de la dite journée. Ce jour, c'était à l'occasion de la Journée internationale d'élimination des violences à l'égard des femmes. Nous avons organisé une conférence avec comme thème lutter contre l'élimination des violences sur les VBG en milieu estudiantin. L'objectif était de sensibiliser sur la lutte contre les VBG, dénoncer toute pratique sur les VBG en milieu universitaire, mais aussi apprendre aux étudiants comment agir face à cela. Au cours de cette conférence, de sous-thèmes ont été exploités par M. Pax André Quito, qui a parlé de l'implication des étudiants et la promotion de la masculinité positive pour éradiquer les violences du genre. Cette conférence tombe à point tombé puisque ça coïncide bien avec la commémoration de la Journée internationale de lutte contre les violences faites à la femme. Comme vous le savez, chaque 25 novembre, chaque année, le monde entier, les Nations Unies avaient déjà décrété que ça soit célébré comme la Journée internationale. Mobiliser les gens, sensibiliser toute l'humanité, les gouvernements, les organisations internationales, la société civile et la population également riveraine qui peut ajouter au changement de mentalité, au changement de comportement, avoir un comportement positif vis-à-vis de la femme par rapport à toute violence dont la femme est victime à tout moment. La deuxième intervenante, Madame Emmanuelle Nzadi,
s'est apaisanti sur la lutte contre les violences basées sur le genre. Pourquoi et comment s'impliquer? Une intervention marquée par un slogan « On écoute, on ne juge pas et on apporte notre appui ». Le jeu des questions et réponses a clôturé cette conférence organisée à l'occasion de la Journée internationale de l'élimination des violences à l'égard de la femme. De son côté, l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe a inscrit les nouveaux candidats dans toute la filière organisée pour l'année académique 2024-2025. Former des cadres, les élites et porteurs du changement dans la société congolaise reste une priorité pour l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe. L'ISP Gombe, un établissement universitaire de grande renommée, inscrit les nouveaux étudiants pour l'année académique 2024-2025. Chères étudiantes et étudiants, amoureux du savoir, venez vous inscrire à l'ISP Gombe dans les filières suivantes: lettres et sciences humaines, sciences exactes, options biologie et techniques appliquées, physique-chimie, physique informatique, sciences commerciales administratives, informatique et gestion des entreprises, sciences et techniques d'accueil, options hôtellerie et restauration, accueil et tourisme. Vous avez deux possibilités d'étudier. L'ISP Gombe organise ses enseignements en 2 vacations, soir et jour, selon les normes du système licence, master et doctorat. À l'ISP Gombe, c'est la qualité et l'excellence dans tous les domaines de la formation. Nous sommes en plein centre-ville, précisément au croisement des avenues Père Boka et Kisangani dans la commune de la Gombe. Référence Centre culturel Boboto. Hâtez-vous car les places sont limitées. Histoire, empreinte et fragments de l'art congolais, c'est le thème d'exposition dénommé Kitembi ou empreinte en français que les réseaux Makutano, en partenariat avec l'Union européenne, ont organisé le samedi dernier à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa dans le but de promouvoir les œuvres d'artistes congolais à l'échelle internationale. Volongolo Nene Ambenga, témoin de l'événement. L'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, source des talents, et l'un des 5 joyaux de la capitale congolaise, nécessite d'attirer l'attention des mécènes et ambassades d'autres pays accrédités en République démocratique du Congo grâce au leadership et esprit managérial de son directeur général, le professeur Pichdi Henri Kalama. Voilà qui justifie les choix portés par les réseaux Makutano en collaboration avec l'Union européenne, afin de tenir ce vernissage d'expo dénommé Kitambi. Histoire, empreintes et fragments de l'art congolais, c'est le thème de cette exposition. Dans son mot de bienvenue, le numéro 1 de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa a remercié les réseaux Makutano pour les choix portés à son institution. Alors cette exposition dénommée Kitambi en Kikongo, qui veut dire empreinte, très souvent on dit Kitambi Kebambuta, donc l'empreinte des grands, c'était un essai ou une tentative de l'écriture de notre histoire de l'art congolais, en commençant par les grands, la génération transitionnelle et la nouvelle génération. Donc une façon d'archiver, cette histoire, une histoire très riche et en même temps susciter à travers les réseaux Makutano l'entrepreneuriat dans le secteur des arts, donc un peu comme les Nigériens le font et les Sud-Africains, un peu comme un peu partout, créer un écosystème autour de l'art en suscitant l'entrepreneuriat dans le domaine des arts. Donc il y a un aspect pédagogique. Je voudrais que toutes les écoles, en fait, puissent amener les enfants ici à apprendre l'histoire de l'art, même dans le cas du cours de l'esthétique qui est enseigné en 5e. Tour à tour, Nicole Soulou, initiatrice du réseau Makutano, et l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC, Berlanga Martinez, ont félicité les artistes qui ont réalisé les œuvres d'art et ont lancé un appel à la population et au gouvernement congolais de venir soutenir les artistes congolais. Je n'ai pas grand-chose à dire, mais je voudrais confirmer ici que c'est ça, qu'on est engagé. Cette exposition, c'est aussi pour montrer notre engagement à jouer notre rôle de mécène dans ce secteur qui est celui de l'art et des industries créatives.
Donc vraiment, belle exposition, belle visite, invitez, venez voir, soutenir cette production artistique qui est juste incroyable en RDC. Et quel dommage qu'on ne puisse pas porter ce réellement plus fort. Mais en tout cas, on va y travailler. Donc merci beaucoup. On a su lier la création de l'Académie des Beaux-Arts, la proactivité sociale et économique internationale du réseau Makutano et les partenariats de l'Union européenne, que c'est une manière aussi de demander que l'art congolais puisse avoir une présence internationale et puisse être plus vive aussi à l'extérieur. La deuxième idée, c'est un peu pour contredire le directeur général, notre ami Henri de l'Académie des Beaux-Arts, que je prends ces mots de souveraineté nationale par rapport à l'art d'une manière positive, c'est-à-dire d'un point de vue institutionnel. Je pense que tu demandes l'appui des institutions, l'appui des gouvernements, que le travail des artistes soit reconnu. Mais moi, je voudrais défendre ici la souveraineté mondiale de l'art, la République des artistes, l'art comme manifestation qui n'a pas de frontières parce que ça touche l'esprit. Et donc c'est dans ce sens que vous pouvez compter sur l'Union européenne, Henri, Nicole, pour continuer cette activité que j'espère qu'on pourrait les reproduire dans l'avenir. De son côté, Yolande Eliébé, ministre de la Culture, Art et Patrimoine de la RDC, estime que cette exposition, bien plus qu'un rassemblement d'œuvres d'art, est un voyage à travers les temps et nous permet de redécouvrir notre passé glorieux, de revisiter nos mythes et nos récits et de célébrer la résilience de notre peuple. A félicité l'Académie des Beaux-Arts et les réseaux Makutano en ces mots. Comme toujours, je suis toujours émerveillée devant le talent, devant la créativité de nos artistes. Et une fois de plus, je suis venue pour cette exposition et une fois de plus, je suis dans le même état, celui de l'émerveillement et surtout, à chaque fois, c'est une énième prise de conscience de ce que représente notre patrimoine, ce que représente la culture dans notre pays, ce que représentent les culturels et les artistes dans notre pays et le besoin qu'ils ont de pouvoir être protégés, de pouvoir que leurs œuvres puissent être promues et protégées. J'ai vu Makutano naître, j'ai fait partie de Makutano bien avant d'être ministre et la vision de Madame Nicole Soulou, quand je vois d'où c'est parti et où c'est aujourd'hui, je dis bravo, je dis que c'est une femme à honorer, c'est une femme qui des Beaux-Arts a amené encore l'académie. Il y a eu d'autres directeurs qui ont fait chacun leur pas, qui ont fait chacun une avancée. Et aujourd'hui, on a Henri Kalama, le professeur Henri Kalama, qui amène encore à un autre niveau. Et moi, je dis quoi? L'Académie des Beaux-Arts, c'est un peu la pépinière, c'est les racines et les ailes. Pour archiver cette exposition, un manuel a été remis aux artistes qui ont pris part à l'exposition Kitambi. Notons que cette activité s'est clôturée par la visite des œuvres d'art aux différentes salles d'exposition dans une ambiance artistique. C'est ici que nous bouclons cette grande édition du journal universitaire. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et rendez-vous au prochain numéro.